Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui définit un visage dit harmonieux. On va plonger ensemble dans les principes scientifiques et même orthodontiques qui se cachent derrière notre perception de la beauté. C'est un voyage assez fascinant, vous allez voir, un peu à la croisée des chemins entre l'art, les maths et la psychologie. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que tout est purement subjectif, une simple affaire de goût personnel? Ou est-ce qu'il existerait des sortes de codes, des proportions universelles qui, sans qu'on s'en rende compte, guideraient notre jugement esthétique? Commençons avec cette idée, qui est avant tout humaine et sensible. Avant de sortir les règles et les compas, la beauté, c'est d'abord une émotion, une connexion. C'est une vision très forte qui place vraiment le ressenti au centre de tout. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Parce que pour un professionnel, comme un orthodontiste par exemple, l'esthétique, ce n'est pas juste un concept abstrait. Non, c'est un résultat concret, un but à atteindre pour le bien-être du patient. Et pour ça, il faut bien des critères, des mesures. Bref, il faut réussir à objectiver ce qui semble, à première vue, être totalement subjectif. Alors voilà le programme. On va commencer par la grande question de la beauté. Puis, on va littéralement faire un zoom progressif. D'abord sur le visage vu de face, puis de profil, et on terminera avec le plus petit détail, mais peut-être le plus important, le sourire. Et tout du long, on va garder une idée en tête. L'objectif final, c'est l'harmonie propre à chaque personne. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec ce débat fondamental. Cette opposition entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif, elle est vraiment au cœur de toute cette analyse du visage. On a donc deux camps. D'un côté, il y a l'héritage des Grecs de l'Antiquité, pour qui la beauté est une sorte de vérité mathématique, basée sur des proportions parfaites, universelles, et de l'autre côté, on a l'idée que tout est relatif, que notre perception de la beauté dépend de notre culture, de nos expériences, de nos goûts, tout simplement. L'orthodontie moderne, elle, se situe un peu entre les deux. Elle essaye de créer des standards objectifs, des guides, pour atteindre une harmonie qui, on l'espère, sera perçue comme belle par tout un chacun. Allez, c'est parti pour notre premier zoom. On va analyser le visage de face et voir comment les grands principes de la géométrie s'appliquent. Le point de départ absolu, le socle de tout, c'est la symétrie. L'idéal théorique, c'est un visage qu'on pourrait diviser en deux moitiés, qui seraient le reflet parfait l'une de l'autre. D'ailleurs, c'est intéressant, d'un point de vue de l'évolution, la symétrie est souvent perçue comme un signe de bonne santé. Ça pourrait expliquer pourquoi, instinctivement, on trouve ça agréable à regarder. Et l'axe qui divise le visage en deux, c'est ce qu'on appelle le plan sagittal médian. Et voilà exactement ce que ça donne. On imagine cette ligne verticale qui part du milieu du front, qui passe par la pointe du nez et qui finit pile au milieu du menton. Un visage qui respecte cette symétrie est déjà considéré comme ayant une base très harmonieuse. Mais attention, la symétrie verticale, ce n'est que la moitié de l'histoire. Pour avoir un équilibre complet, il faut aussi une harmonie dans le sens horizontal. Et c'est là qu'intervient une règle très connue des artistes et des photographes, la fameuse règle des tiers. L'idée, c'est qu'un visage bien proportionné peut se diviser en 3 étages de hauteur égale. Regardons ces 3 étages de plus près. Tout en haut, on a l'étage frontal qui va de la naissance des cheveux jusqu'aux sourcils. Au milieu, c'est l'étage nasal, des sourcils jusqu'à la base du nez, et enfin, en bas, l'étage buccal qui part de la base du nez et va jusqu'à la pointe du menton. L'harmonie parfaite, selon cette règle, c'est quand ces 3 étages ont très exactement la même hauteur. Et croyez-le ou non, on peut aller encore plus loin dans le détail. Faisons un zoom sur ce 3e étage, celui de la bouche. Eh bien, même cette petite zone a ses propres règles de proportion. Idéalement, la lèvre supérieure devrait occuper le premier tiers de cet espace, et la lèvre inférieure plus le menton, les 2 tiers restants. C'est de la véritable micro-architecture faciale. Ok, on a vu de face. Maintenant, on change complètement de perspective, on pivote de 90 degrés et on va s'attaquer à ce qui fait un profil harmonieux. Pour analyser un profil de manière objective, le simple coup d'œil ne suffit pas. Les spécialistes tracent des lignes esthétiques, des lignes imaginaires, pour évaluer l'équilibre entre le nez, les lèvres et le menton. On va découvrir les 2 plus connus. Alors on a principalement 2 outils. D'abord, à gauche, la ligne E de Riquette. On tire un trait imaginaire de la pointe du nez à la pointe du menton. Dans un profil jugé harmonieux, la lèvre inférieure vient effleurer cette ligne. Ensuite, à droite, on a la ligne S de Steiner. Celle-ci part d'un point situé juste sous le nez et descend aussi vers le menton. Pour cette ligne-là, l'idéal, c'est que les 2 lèvres soient en contact avec elle. Ces 2 lignes, c'est ce qui permet de dire si un profil est plutôt droit, convexe ou concave.
On arrive à notre dernier niveau d'analyse. C'est le plus détaillé et sans doute le plus important pour l'expression du visage, le sourire. On pourrait penser qu'un sourire, c'est juste un sourire. Mais en réalité, pour un expert, c'est une mécanique de précision incroyable. Chaque élément, de la courbure des lèvres à la quantité de gencives visibles, est analysé avec une rigueur d'horloger. Ce tableau, par exemple, classe les sourires selon un critère bien précis, la quantité de gencives que l'on voit en souriant. Tout en haut du classement, la classe 1, c'est ce qu'on appelle le sourire gingival, quand on voit plus de 3 mm de gencive. Tout en bas, la classe 4, c'est quand on ne voit pas du tout la gencive. L'idéal esthétique, celui qui est souvent recherché, se situe au niveau de la classe 3, dite moyenne, où on n'aperçoit que les petits triangles de gencive entre les dents. Et voilà à quoi ça ressemble en pratique. On voit très bien l'exemple du sourire gingival en bas à gauche. Les autres photos montrent des lignes de sourire différentes, plus ou moins hautes. Cette analyse, elle est cruciale pour les praticiens. Ça les aide à décider si une intervention pourrait améliorer l'harmonie générale du sourire. Et ce n'est pas tout. Au-delà des gencives, la forme même du sourire est classifiée. Par exemple, un sourire est dit ascendant quand les coins de la bouche sont plus hauts que le centre. C'est souvent perçu comme un sourire très joyeux. À l'inverse, si les coins sont au même niveau, on parle de sourire droit. C'est un détail qui peut paraître minime, mais qui change radicalement l'émotion qui se dégage d'un visage. Bon, après avoir disséqué le visage sous toutes ses coutures, il est temps de prendre un peu de hauteur et de se demander « mais quel est le but de tout ça ?» Après avoir tout déconstruit avec des règles et des pourcentages, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir? Le plus important, c'est ça. Toutes ces lignes, tous ces tiers, ce ne sont pas les instructions pour fabriquer un visage parfait en usine. Non, ce sont des guides, des outils. Le véritable art, c'est de les utiliser pour trouver le meilleur équilibre possible pour chaque visage, en respectant son caractère unique. Le but, ce n'est pas la perfection standard, c'est l'harmonie personnelle. Et on finit avec cette question qui reste un peu en suspens. Maintenant qu'on connaît toutes ces grilles d'analyse, est-ce que ça va changer notre façon de regarder les gens? Est-ce qu'on va commencer à voir des lignes et des proportions partout? Ou est-ce que l'émotion pure, ce fameux quelque chose qui fait chaud au cœur, finira toujours par avoir le dernier mot? Je vous laisse méditer là-dessus.